Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Rencontre historique en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a reçu ses deux prédécesseurs ce jeudi 14 juillet. Un rendez-vous placé sous le signe de la réconciliation et de l'apaisement. Cette rencontre est annoncée comme la première d'une série. Le Cameroun est frappé par une pénurie de carburant depuis plusieurs jours. Les automobilistes peinent à s'approvisionner car plusieurs stations-service des grandes villes sont fermées. Nous verrons le cas de la capitale économique Douala. Et les affiches des demi-finales de la CAN féminine de football sont désormais connues. Le Maroc affrontera le Nigeria et la Zambie fera face à l'Afrique du Sud pour tenter de jouer la finale de cette 12e édition. Mais tout d'abord, au Tchad, une nouvelle date a été annoncée ce jeudi 14 juillet par les autorités de transition pour la tenue du dialogue national inclusif. Cette rencontre, plusieurs fois repoussée depuis la prise de pouvoir de la junte militaire en avril 2021, se tiendra le 20 août prochain dans la capitale N'Djamena. Notons que cette nouvelle date a été fixée alors que le pré-dialogue de Doha patine depuis le 13 mars au Qatar entre la junte et les 53 groupes rebelles tchadiens. C'était une rencontre prévue de longue date. Un mini-sommet s'est tenu ce jeudi 14 juillet entre le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Une première très attendue depuis les crises de 2010, 2011 et de 2020. Cette réunion devait servir à faire avancer la réconciliation nationale et à préparer les prochaines échéances électorale de 2023 et 2025, un sujet de la rédaction. C'est une rencontre extraordinaire en passe de devenir ordinaire. Pour la première fois depuis 2010, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ce jeudi 14 juillet ses deux prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Des retrouvailles chaleureuses pour décrisper le climat politique dans la perspective des élections locales de 2023 et de la présidentielle de 2025. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, prévue de longue date, était en effet une des recommandations issues du dialogue politique de mars dernier. Elle intervient après plusieurs gestes d'apaisement, marqués notamment par la délivrance, il y a près d'un mois, du passeport de l'ex-ministre Charles Blé Goudé. Au-delà de la réconciliation nationale, la libération de prisonniers politiques et la réforme de la commission électorale indépendante sont au cœur des préoccupations. Les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire, mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leur avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié restent en effet des piliers de la scène politique ivoirienne. Leur concours est jugé fondamental pour une réconciliation nationale véritable et durable. Également dans l'actualité, la capitale du Niger, Niamey, accueille depuis ce vendredi les ministres français des Affaires étrangères et des Armées. À l'occasion de cette visite officielle, le Niger a annoncé un emprunt de 50 millions d'euros auprès de la France. Une somme à laquelle Paris a décidé d'ajouter un don de 20 millions d'euros. Il est à noter que cette visite officielle entre dans le cadre de la volonté de la France de redéfinir son offre militaire et diplomatique en Afrique, et notamment au Sahel, alors que l'armée française aura quitté le Mali d'ici fin août 2022, après 9 ans d'engagement. La France veut faire du Niger un nouveau partenaire clé au Sahel dans la lutte contre le terrorisme.
Et justement, le président du Niger, Mohamed Bazoum, était en visite de travail et d'amitié les 12 et 13 juillet au Tchad. La question de la sécurité sous-régionale était notamment au cœur de son entretien avec le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Les deux pays ont appelé le Mali à réintégrer le G5 Sahel, un sujet de Joël Ballot. Avec le retrait du Mali du G5 Sahel, la question de la sécurité des pays du Sahel est de premier ordre au vu de la recrudescence des attaques dans la sous-région. Attaché à la pérennité du G5 Sahel, le président Bazoum est venu au Tchad chercher un consensus pour la présidence du mécanisme conjoint de lutte contre le terrorisme. Notre proximité et notre voisinage commandent que nous travaillons à promouvoir une coopération la plus bénéfique possible entre nous, d'où le sens de ce que nous venons de réaliser à travers la route qui relie Ningimi à la frontière est du Niger, à N'Djamena. Au sortir de cette rencontre, le Tchad et le Niger ont appelé le Mali à réintégrer la force conjointe du G5 Sahel. Le président nigérien a insisté sur la nécessité de coordonner l'action dans la lutte contre le terrorisme, mais également de favoriser l'intégration économique ainsi que les missions du G5 Sahel. Nous avons, avec ce qu'on appelle la force multinationale, nous avons fait plusieurs missions ces derniers mois pour éliminer ces terroristes. Je crois que la dernière mission de la force conjointe a été très bien menée, a eu des résultats très positifs. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, et le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, se sont entretenus à N'Djamena, non seulement sur l'urgence sécuritaire au Sahel, entre l'engagement tchadien dans le fuseau central et dans la lutte contre Boko Haram, mais aussi sur les questions économiques pour les deux pays producteurs de pétrole, ainsi que les perspectives dans le bassin du lac Tchad. La visite de 2 jours du président nigérien s'est achevée le 13 juillet. Une pénurie de carburant touche les grandes villes du Cameroun, pays producteur de pétrole. La rareté et la cherté du carburant handicapent le quotidien des habitants. Et depuis quelques jours, les stations-service de Douala, capitale économique, peinent à satisfaire la clientèle. Le gouvernement camerounais a assuré le 11 juillet que le marché des hydrocarbures serait très prochainement réapprovisionné. Reportage de Narcisse Oum, commentaire Mildred Diamou. Plusieurs stations-service de Douala, la capitale économique du Cameroun, sont actuellement en manque de gasoil. C'est le cas de certaines stations implantées au carrefour Bona-Kwamang, dans l'arrondissement de Douala 1er, qui d'habitude vend ce liquide tous les jours. Depuis quelque temps, les activités sont à l'arrêt. Une crise que vit Douala depuis le 9 juillet 2022. Et il ne s'agit pas seulement de la capitale économique. La rareté de ce liquide est aussi introuvable dans plusieurs stations-service du Cameroun. Cette rareté du gasoil dans plusieurs stations-service devient de plus en plus problématique pour de nombreux automobilistes. Sans la pénurie de carburant, ça nous cause les activités sont réduites, rien ne marche. Parce qu'on travaille hôpital par hôpital, mais quand il n'y a pas, tout est impacté. Sur le plan économique, les effets de cette pénurie sont désastreux selon Jean-Marie Biada, expert en diagnostic et mise à niveau des entreprises. Tous les grands bus qui font Douala, Yaoundé ou Yaoundé Douala, Yaoundé Garoua-Boulaye, Gaoundé Garoua, Maroua, Kousseri, tous ces gros porteurs fonctionnent à base du gazoil. Si je ne suis pas capable de déplacer des personnes physiques ou alors de la marchandise à travers tout ce système-là, il n'est pas possible que la vie industrielle puisse même fonctionner. Donc, en l'absence du gazoil, la vie va devenir pratiquement impossible, tant dans le milieu industriel que dans la vie civile, le déplacement entre deux villes, le déplacement entre deux régions. Dans un communiqué publié le 11 juillet 2022, le gouvernement camerounais a annoncé que le marché des hydrocarbures sera approvisionné sous peu avec 62 500 mètres cubes de produits pétroliers pour juguler la pénurie observée dans les stations-service. Le gouvernement camerounais alerte dans le même temps sur la charge que font peser les subventions à la consommation des carburants sur les finances publiques à cause de la hausse des prix des matières premières énergétiques
consécutive au conflit russo-ukrainien, le Cameroun devrait dépenser 600 milliards de francs CFA de subventions aux produits pétroliers sur l'exercice 2022. Le Festival international de Rumba et d'élégance organisé à Kinshasa en République démocratique du Congo s'est achevé le 10 juillet après 3 jours de festivités. Un événement organisé pour vulgariser la rumba congolaise qui a récemment acquis sa place au sein du patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'ambiance et les artistes étaient au rendez-vous. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le Festival international de rumba et d'élégance FIR, organisé à Kinshasa, à la place de la gare centrale, s'est clôturé ce dimanche 10 juillet. Durant 3 jours, soit du 8 au 10, les artistes musiciens de divers groupes ont baladé le public dans ce genre musical patrimoine immatériel de l'UNESCO. De Kofi Olomide à Inosbi, en passant par plusieurs autres talents de la musique congolaise, des moments chauds pour exalter cette musique. Déjà de poster, ça a été bon, c'est toujours la fierté de la rumba et internationale, voilà. On est là pour faire la valeur de la rumba, valoriser la rumba et surtout que ça vient d'être nommé patrimoine immatériel de l'UNESCO. On est là, on est en train de militer encore que nous puissions bien garder cette statue-là de patrimoine. Sous le thème Rumba Mokili Mobimba, entendez par là Rumba partout au monde, le festival a été organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles en partenariat avec l'agence Optimum. À travers cette activité culturelle, les organisateurs ont voulu par ailleurs démontrer à l'opinion que la culture est une richesse qui peut aussi participer à l'économie nationale. On essaie de rapprocher les deux rives, mais surtout aussi de montrer que la rumba est encore là, que la rumba a encore des beaux jours devant elle. La RDC n'est pas seulement riche par son sous-sol, mais que la RDC est riche par sa culture. Et que cette culture-là est un élément aussi de vente. C'est-à-dire qu'il y a toute une industrie, une économie qu'on peut construire autour de la culture. Le Festival international de la rumba et d'élégance a aussi exhibé les talents des Congolais dans le domaine d'élégance, avec quelques expositions des couturiers de renom. À l'instar de la Brune, le FIR était aussi une occasion de saluer le travail abattu par les pionniers de la rumba, Wendo Kolosoy, Kabasele Tamala, Franco ou encore Taboulé Rochereau, pour ne citer que ceux-là. Sur 12 équipes, il n'en reste que 4. Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la CAN féminine de football sont désormais connues. Le Nigeria affrontera le Maroc et la Zambie fera face à l'Afrique du Sud pour tenter d'accéder à la finale de cette 12e édition. Les 2 matchs se joueront le 18 juillet à Rabat. Pour les autres sélections, il reste un dernier espoir pour tenter de se qualifier pour le Mondial 2023. Le point avec Roberto Bogbe. Les 2 premiers matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2022 ont eu lieu mercredi 13 juillet. Le Maroc, pays hôte, a affronté le Botswana et l'autre rencontre a opposé le Sénégal à la Zambie. Concernant le Maroc et la Zambie qui sont qualifiés pour les demi-finales, je dirais qu'il n'y a pas, à mon sens, une aussi grosse surprise. Vous savez que le Burkina Faso, les étalons d'âme comme nous les appelons ici, étaient dans le même groupe que le Sénégal et le Maroc lors du premier tour. Le Burkina a d'ailleurs perdu par des scores étriqués 1-0, 1-0. Mais je pense que les Marocains ont quand même beaucoup progressé et par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre d'elles et à ce qu'on savait du football féminin au niveau du Maghreb. Et la venue du Français Renard Pedros comme entraîneur, à mon avis, n'est pas étrangère parce que quand tu regardes quand même, il y a beaucoup de choses sur le plan tactique et les filles marocaines arrivent à pratiquer un football quand même assez agréable. Opposé au Botswana en quart de finale de la CAN féminine 2022, le Maroc a dominé son adversaire à domicile et validé sa qualification sur un score de 2-1. Les Marocaines assurent par la même occasion leur qualification pour la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. De l'autre côté du stade Mohamed VI de Casablanca, le Sénégal a ouvert le score en premier sur un coup franc dévié de la tête par Ndeigena Ndiaye et les Zambiennes ont pu égaliser grâce à un but d'Avel Chitundu. Bien que les 2 équipes aient livré un face-à-face
historique, l'aventure s'arrête en quart de finale pour les Lions à l'issue d'un score de 1-1. Les Lions de la Teranga se sont inclinés à la séance des tirs au but 4-2. Alors quant à la Zambie, c'est la belle surprise pour moi. Je sais que les Chipolo Polo Dames étaient une équipe en devenir, mais pas en tout cas au point quand même d'atteindre ce niveau de la compétition. Je peux me tromper, mais en regardant leur match que j'ai pu observer lors du premier tour, quand même c'est une équipe solide qui a en tout cas montré qu'elle avait de la ressource. C'est la première fois que deux équipes africaines entrent dans l'histoire de la Coupe du Monde féminine. Les Marocaines comptent désormais 4 victoires à leur actif et la Zambie poursuit également l'aventure en route pour disputer sa première demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.